légère pluie arrose Cotonou depuis ce matin. C'est la petite saison des pluies qui s'annonce. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de ce 13h au Bénin, fin du séminaire de préparation de la rentrée universitaire et scolaire 2024-2025. Au total, 19 recommandations majeures sont issues de ces assises organisées par le Conseil national de l'éducation et qui a réuni plus d'une centaine d'acteurs du système éducatif béninois. Les détails dans cette édition. Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, édition 2024. Ce 11e rendez-vous de WIDA s'est tenu sur le thème 30 ans du projet Les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage, le développement à suivre. Et puis, remise d'équipements aux bénéficiaires du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. Ce lot d'équipements évalué à plus de 110 millions de francs CFA va permettre à ces derniers de mener à bien leurs différentes activités génératrices de revenus. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Sa douceur ne laisse personne indifférent. Le sucre est un produit alimentaire qui se retrouve dans le quotidien de bon nombre de personnes. Malgré les effets néfastes qu'il pourrait avoir sur la santé, rares sont ceux qui peuvent s'en passer. Nous vous proposons à ce sujet cet élément réalisé par Joanita Adjadoron. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'exagérer dans la consommation du sucre. C'est vrai que pour certaines personnes hypotendues comme moi, les médecins recommandent d'en prendre pour des raisons de santé. Contrairement à Félicienne Adéossi, nombreuses sont les personnes de tout âge qui ne résistent pas face au sucre. Dans la bouillie, le thé ou encore dans d'autres nourritures, elles en mettent en quantité suffisante avant de les consommer. Pour quelques citoyens, c'est la plus normale des choses de prendre le sucre comme on le veut et rien ne peut leur faire changer d'avis. En fait, dès le bas âge, on est habitué à manger avec le sucre. D'abord, on nous a habitués avec le yaourt, le thé, ce qui fait qu'il y a du sucre dans tout ce qu'on mange. Du coup, j'ai été habitué avec le sucre. Je ne comprends pas, même si quand les gens achètent sans sucre, là, c'est dégoûtant, c'est amer. Je ne peux pas rester sans le sucre parce que le sucre c'est le meilleur. Consommer sans le sucre. Personnellement, je ne peux pas. Non, je peux pas. Parce que manger avec le sucre, c'est comme une seconde habitude. C'est le sucre qui est la chose, c'est le sucre qui est la nourriture. Quoi. Je ne peux pas prendre ça sans le sucre. J'ai commencé à prendre le sucre depuis bas âge. Mais cela aussi, j'ai plus le goût. Donc il y a certaines choses que je peux prendre qui sont les médicaments et autres que je peux prendre sans sucre. Mais si on veut parler de suivisme, de ce que je veux prendre par plaisir, je ne peux pas manger sans sucre. C'est difficile, très compliqué même. Malgré tout le bien que peut procurer le sucre, la consommation excessive de cette substance alimentaire peut être nuisible à la santé. Ignorance ou dépendance, les consommateurs semblent ne pas se rendre compte des effets néfastes de cette douceur sur la santé. Mais le spécialiste en nutrition est formel sur la question. L'abus du sucre ne rend aucun service à l'organisme humain. Le sucre, c'est un danger pour le cerveau. C'est un danger pour les 7 organes, à savoir le cœur, foie, poumon, rein, pancréas, côlon et le cerveau, surtout le cerveau. Donc, nous devons faire attention à la consommation du sucre parce que nous avons le fructose, le sucre qui vient du fruit, le lactose, le sucre qui vient du lait, et le glucose. Le glucose, c'est ça que nous consommons en morceaux blancs et en roux. Même modérés, toutes les catégories de sucre ne sont pas conseillées. Il faut préférer ceux qui proviennent en l'occurrence des fruits. Toutes choses qui épargnent des ennuis de santé. Selon les recherches, beaucoup de maladies neurologiques et néphrologiques sont causées par la consommation incontrôlée du sucre. Donc, nous devons limiter strictement la consommation du sucre en fruits, en lait et aussi en glucose. Plus loin, le nutritionniste insiste sur la limite et les réserves à observer par les personnes de certains âges, mais aussi à certains moments de la journée.
Donc il faut faire attention sur ce que tu manges et connaître la quantité de sucre que tu dois consommer par jour. Et par moment, tu te retires encore pour faire des exercices et réduire le taux de sucre et te contrôler là, tu n'es pas exposé. Les scientifiques considèrent, selon Internet, qu'à l'heure actuelle, le sucre contribue à environ 35 millions de décès par an. Bien qu'il soit également la cause de diverses nuisances corporelles qui handicapent la vie quotidienne, les impacts de cette consommation excessive restent encore méconnus du grand public. Près de 130 acteurs du système éducatif réunis et 19 recommandations majeures, ce sont quelques chiffres à retenir du séminaire de préparation de la rentrée universitaire et scolaire 2024-2025 dont les travaux se sont achevés hier vendredi. Organisés par le Conseil national de l'éducation, les assises ont permis aux participants de jeter les bases d'une année universitaire et scolaire réussie. Les travaux ont pris fin par la déclaration du ministre Kwaro Yves Tchabi en qualité de représentant des autorités ministérielles en charge du secteur éducatif. Voici un extrait de ses propos. Il est au micro de Hugues Vingbe et Elvis Tonoukoua. C'est une évidence que le présent séminaire contribuera substantiellement à renforcer la qualité de la gouvernance administrative et pédagogique du secteur de l'éducation et d'améliorer ainsi les performances. Il a défini les bases pertinentes de gouvernance administrative et pédagogique pour assurer la réussite de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. En effet, les objectifs escomptés pour le séminaire sont atteints. En témoigne le niveau de mise en œuvre de la feuille de route du séminaire précédent et la qualité de la feuille de route du présent séminaire. La pertinence des activités et l'engagement des divers acteurs à leur mise en œuvre effective rassurent sans nul doute d'une bonne réussite de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025. Le rapport général du séminaire qui vient d'être présenté reflète l'ampleur des riches et féconds échanges qui ont eu lieu au cours de ces 2 journées. Ces résultats sont encourageants, mais demeurent toujours perfectibles. J'exhorte alors les cadres des ministères sous-sectoriels de l'éducation à poursuivre les efforts de mise en œuvre de la feuille de route et des recommandations issues du séminaire passé et d'en tirer les leçons idoines pour l'exécution des nouvelles recommandations et feuilles de route adoptées à l'issue du présent séminaire. À la fin des travaux, notre équipe a également recueilli l'appréciation de quelques participants. Il s'agit du directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de l'Atlantique et du directeur du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. On les écoute. C'est un sentiment de satisfaction et comme on le sait déjà, sous le lead du CNE, tout se passe bien. J'en ai pour preuve la conduite des recommandations au cours de l'année scolaire passée. On a atteint plus de 90%. Donc c'est une bonne chose et avec ce système mis en place, on ne navigue pas à vue. Il y a des actions urgentes en termes de gouvernance administrative au niveau des 3 ordres de l'enseignement, des problèmes de gouvernance pédagogique. Ce sont ces 2 grands axes autour desquels cette session de 2 jours s'est organisée. Et on s'est rendu compte que si je prends par exemple le cas de l'enseignement supérieur, il y a des déficits importants en termes d'enseignants, des déficits très importants en termes d'équipement, en termes de construction d'infrastructures universitaires, en termes d'équipement de laboratoires. Et c'est une occasion qui a permis au ministre en charge de l'enseignement supérieur et de ses cadres aussi de pouvoir exposer et à l'assistance des autres cadres, des autres ordres d'enseignement, ce que le gouvernement est en train de mettre en place pour que la rentrée puisse bien se faire et que les actions urgentes puissent trouver des solutions.
Je l'annonçais en début d'édition, commémoration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, édition 2024. Le rendez-vous de Ouida pour le compte de la 11e édition a mobilisé les attentions sur une thématique bien précise. 30 ans de projet, les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage. Plusieurs panels de discussion et bien d'autres activités ont meublé cette journée, célébrée non loin de la porte du non-retour à Ouida. Teddy Goudalo, Moufid Sabouran. Ce panel de discussion porte sur la thématique les acteurs animateurs de la mémoire et de la traite négrière transatlantique à Ouida et leurs initiatives. Il se tient dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition, édition 2024. C'est une journée qui est très émouvante parce que ça me ramène, disons, on le vit de manière intérieure et même en faisant le parcours, la marche sur la route des esclaves, on ressent certaines choses que peut-être qui étaient enfouies entre nous. En tous les cas, je suis content d'être revenu aux racines. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition nous rappelle aussi un devoir de mémoire qui ne peut se faire que dans un climat apaisé, dans lequel Ouidaniers, Béninois et Africains assument leurs responsabilités pour s'ouvrir à nos frères et sœurs afro-descendants. Ce devoir de mémoire qui nous incombe doit être transmis à la jeune génération par toutes les manières afin que cette tragédie ne tombe point dans l'oubli. À ce rendez-vous du rappel de la traite négrière et de son abolition, plusieurs afro-descendants venus témoigner leur entière satisfaction au sujet de cette initiative perpétuée chaque année. Entre autres activités prévues pour commémorer la journée, une projection du film La couleur de l'esclavage de Patrick Bosselin. Cela fait 30 ans que cette journée internationale est célébrée parce qu'elle est constitutive de notre histoire et intégrée dans la tradition de nos résiliences. Avant 1994, année de la première célébration, la mémoire de l'esclavage a déjà fait l'objet au Bénin d'un vaste programme de réhabilitation des sites et espaces où les événements ont pris souche et se sont développés. Le fort portugais, la place aux enchères, le mémorial de Zungbodji, la route de l'esclave et la porte du non-retour, dont la restauration, le redimensionnement sont en chantier, en constituent les symboles forts. L'autre communication qui a mobilisé les attentions lors de cette célébration aborde l'état des connaissances au travers de sources écrites, archéologiques et les mémoires sur la traite négrière au Bénin. Des échanges qui rassurent davantage les afro-descendants. Nous parlons d'une autre célébration. Il s'agit cette fois-ci du Festival de la jeunesse et de la musique qui se tient du 11 au 15 septembre prochain. Et en prélude à cet événement qui aura lieu bientôt dans 3 villes du Bénin, le président de la Fondation, Luc Setonji Atrokpo, a animé une conférence de presse à l'intention des journalistes pour dévoiler les grandes lignes de cette 2e édition. Suivez le reportage de Jules Echo, présenté ici par Marlène Azinowe. Devant les professionnels des médias, maires, députés et chefs d'arrondissement, le président de la Fondation Luc Setonji Atrokpo a levé un coin de voile sur les grandes articulations de cette édition. L'une des innovations de cette édition est qu'au-delà de la formation théorique, les jeunes des 3 villes, hôtesses du festival, suivront gratuitement un programme d'initiation à l'outil informatique dans les modules ci-après, Windows, Word, Excel, Internet. Le programme de formation est prévu pour s'étendre à toutes les communes du Bénin. Il y aura également la distinction périodique des gloires du Bénin dans différents domaines.
De Cotonou à Parakou, en passant par Boïcon, le maire Rufino d'Almeida et le chef cabinet de la mairie de Parakou ont accordé un cachet spécial à cette initiative pour l'émancipation de la culture béninoise. C'est avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie que nous y associons. Dans notre PDC, qui comporte la vision de la commune de Boïcon, nous avons intégré 2 phrases qui nous tiennent à cœur. Boïcon ville culturelle, Boïcon ville sportive. Le maire, le conseil municipal de la ville de Parakou et les partenaires techniques, la jeunesse de Parakou se mobiliseront aux côtés du comité d'organisation afin que cela soit une réussite dans la ville dans la cité des Koborou. Sera de demander sur les différentes scènes de ce festival quelles sont les vedettes qui seront présentes. Est-ce qu'il y aurait un côté culturel dans ce festival? À l'issue des préoccupations des hommes des médias, Luc Atrokpo apporte des éléments de réponse. On fera en sorte que les valeurs béninoises soient célébrées. Ça, vous pouvez déjà retenir ça. Les conditions pour bénéficier de la... Non, il n'y a pas de conditions. Il suffit juste de s'inscrire. Le Festival de la jeunesse et de la musique reçoit un soutien de plusieurs partenaires, dont la Société béninoise des boissons rafraîchissantes. Notre présence aujourd'hui en est la preuve vivante. Assister, participer, œuvrer à cette magnifique initiative depuis sa première édition, c'est notre façon à nous de montrer notre soutien indéfectible à la jeunesse et à la culture de ce beau pays qu'est le Bénin. Au menu de ce festival, 10 concerts sont prévus dans les villes concernées. Un volet culturel est également prévu à cette édition du Festival de la jeunesse et de la musique. 14 institutions nationales des droits de l'homme et de la sous-région seront au Bénin dès mardi prochain. Elles font tenir à Cotonou de ce 27 au 29 août leur 6e consultation régionale regroupant les INDH de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les travaux vont mettre un accent particulier sur le rôle des droits humains face aux questions de paix, sécurité et de développement durable. William Cliquant pour le point de la conférence de presse d'annonce tenue ce jeudi au siège de la Commission béninoise des droits de l'homme. Malgré leur contribution remarquable à la promotion et la protection des droits humains dans leurs États, les institutions nationales des droits de l'homme, INDH, de la sous-région, restent éprouvées par de multiples défis. Le rendez-vous de Cotonou est le cadre qu'elle s'offre pour évoquer les préoccupations nouvelles et persistantes. Il se pose des problèmes, entre autres, en termes de manque d'indépendance et de financement adéquat, la lacune institutionnelle et organisationnelle, et dans certains cas, la fermeture complète, comme il a été donné de constater malheureusement dans certains pays. À une plus grande échelle, l'Afrique de l'Ouest est en proie de divers défis domestiques et transnationaux qui ont affecté le travail des institutions nationales des droits de l'homme, consistant à garantir le respect et la protection des droits de l'homme dans notre sous-région. Les préoccupations liées à la paix, la sécurité et le droit à l'éducation sont au centre de cette 6e consultation régionale. Une place de choix va être accordée aussi à la question des migrants et des déplacés internes. Les membres du réseau des INDH de 14 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel vont prendre part à cette rencontre des 27, 28 et 29 août 2024 à Cotonou. À leur côté, les représentants de la commission de la CEDEAO et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, une délégation du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel est également attendue, de même que des délégués de la société civile béninoise. Nous avons 5 thèmes à développer au cours de cette consultation. 1. Les institutions nationales des droits de l'homme, migration et déplacement interne. 2. Les institutions nationales des droits de l'homme et droits des enfants déplacés internes à l'éducation. 3. Les institutions nationales des droits de l'homme et sécurité croissante. 4. Consolidation de la démocratie et respect de l'état de droit. Et enfin, les institutions nationales des droits de l'homme face aux entreprises et les droits de l'homme.
Les discussions vont prendre la forme d'un dialogue interactif pour faciliter les échanges. Les attentes de la Commission béninoise des droits de l'homme sont nombreuses en termes de partage d'expériences sur la question des déplacés internes, vécue depuis plusieurs années déjà par d'autres INDH de la sous-région. Les bénéficiaires du PRECAS entendent des projets de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques sont désormais équipés pour mener à bien leurs différentes activités génératrices de revenus. C'est au cours d'une cérémonie organisée dans l'enceinte de la cellule communale ATDA 4 que ces bénéficiaires de Kopargo, Waké, Djougou et Malanville sont entrés en possession des matériels et équipements évalués à 18 millions de francs CFA. Alassane Arouna pour les détails. Un impressionnant lot d'équipements et matériel agricole destinés au cluster agricole des communes de Waké, Kopargo et Djougou dans la Donga et Malanville dans la Libori, composé entre autres de tracteurs, batteuses vanneuses, motopompes, décortiqueuses, tricycles, moulins à grains de soja, kits de tuvage et kits de protection individuelle. Ces matériels acquis dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques, PRECAS, permettront aux bénéficiaires de booster leurs différentes activités. Quand on voit la nature des équipements, les tracteurs, les motopompes, etc., le PRECAS prolonge les effets du gouvernement entamé depuis 2016 dans la mécanisation agricole à travers la SONAMA. Je reste confiant que l'utilisation des matériels et équipements agricoles permettra de redynamiser de façon effective les clusters, de renforcer leur cohésion et leur performance en vue de leur compétitivité sur les marchés locaux, nationaux. Je voudrais d'ores et déjà compter sur le soutien de chacun. La dotation des clusters en matériel est le fruit du partenariat agissant entre le gouvernement du Bénin, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et le Royaume de Belgique. Après cette remise, l'accompagnement de PNUD va continuer pour assurer le respect scrupuleux du mécanisme de pérennisation des acquis de PRECAS en cours de mise en place et le renforcement des moyens de subsistance des communautés agricoles locales dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Chers membres,